C'est pas une pratique courante, a priori, pour une organisation syndicale de questionner les modèles, les outils, les instruments de gestion. Bon, il se trouve qu'on a engagé ce travail avec quelques collègues syndicalistes, cadres, ingénieurs en entreprise, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et on n'allait pas le faire, nous, c'était pas notre légitimité de le faire dans le champ académique, donc c'était plutôt de repartir d'un certain nombre de situations, effectivement, de terrain. Alors, il y a deux exemples que je souhaitais citer pour introduire un peu mes propos. Le premier me concernait directement, j'étais consultant à l'époque, mais déjà aussi avec quelques activités syndicales, et un directeur général d'une filiale d'un grand groupe d'assurance m'avait demandé d'intervenir un an après la mise en œuvre d'un business plan par un grand cabinet de conseil, de connotation anglo-saxonne, pour être plus précis, et en disant il n'y a plus rien qui marche. Et donc, on me demandait quelque part un peu de jouer les pompiers de service. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ce serait beaucoup trop long, mais simplement mettre l'accent sur un point. C'était dans ce business plan, il y avait effectivement, un plan de réduction d'un certain nombre d'activités et de réduction d'effectifs, qui avait une certaine rationalité. Ce qui m'a interrogé, par contre, c'est la manière, effectivement. Bon, ils avaient leur propre modèle, hein. Ils étaient venus avec leur tableur et tout ça. Et donc, ça a été ma première expérience de questionnement de la pertinence des outils sur un élément bien particulier qui était le calcul ou le mode de calcul des effectifs nécessaires pour maintenir une activité, donc un minimum de continuité de service. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu avec quelques collègues, c'est que ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi ? Parce que le mode de calcul et donc de dimensionnement des moyens avait été fait quand même d'une manière extrêmement brutale, que j'ai découvert a posteriori, à savoir une masse salariale divisée effectivement par un salaire moyen, et ça vous donne à peu près l'effectif cible sur lequel il faudra arriver. Alors ça, c'est une façon de faire. Il y en a une autre qui est de dire, si je repars des activités, et si à minima, on est dans le secteur bancaire, je veux assurer un minimum de continuité de service, mais aussi de qualité de service auprès des clients, il faudra effectivement un certain nombre de moyens, pas simplement les effectifs, mais aussi des moyens suffisants. Donc on repart du travail, on repart de l'activité, et à partir de là, on fait une analyse de charge. Et évidemment, j'avais une distorsion extrêmement importante. Voilà. Ça, c'est un premier exemple, mais ça a été le premier élément, finalement, d'un questionnement, effectivement, de ces modèles de gestion. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus récent, avec une filiale de France Télécom qui s'appelle Equant, on peut la citer, puisque maintenant, c'est un article qu'on a mis en ligne d'ailleurs sur notre site. On a travaillé avec les équipes, et là c'était dans le domaine de la rationalité, enfin un questionnement de la rationalité des choix, de localisation d'activité, et plus particulièrement de relocalisation d'activité dans le domaine de l'offshore. Et donc là, on repartait d'une expérience 3 ans après, avec des ratés épouvantables. Donc là, je ne vais pas reprendre, Henri Saval serait beaucoup plus à l'aise que moi pour parler effectivement des coûts cachés, mais c'était extraordinaire. Parce qu'on a fait ce travail avec les équipes en disant, mais il va falloir maintenant qu'on arrive à chiffrer à la fois un certain nombre de coûts de dysfonctionnement, même de rapatriement d'un certain nombre effectivement d'activités de l'Égypte vers la France, puis de la France vers la Tunisie. Et ça nous a effectivement alertés, mais quel était donc le modèle qui avait été utilisé à la source au moment de la prise de décision ? Et alors là, force est de constater, c'est un premier enseignement extrêmement fort. J'ai envie de dire, quelle que soit la qualité ou la non-qualité des modèles, c'est d'abord la qualité de la confrontation qui va faire que quelque part on prendra une bonne décision. Ça a été quand même un enseignement extrêmement riche. Olivier Sibony, dans un article, il est de McKinsey d'ailleurs, on peut en parler, puisque c'est le cabinet auquel je faisais référence tout à l'heure, a sorti un papier en disant, mais pourquoi est-ce que les entreprises prennent des mauvaises décisions ? Et finalement, il dit en synthèse, parce qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue, il n'y a pas suffisamment de confrontation. Donc, ça m'amène sur un deuxième élément, pour ne pas être trop long là non plus, c'est quelle est la capacité d'analyse critique, finalement, de ces modèles par des équipes de direction. Moi qui ai été cadre dirigeant, puis je vais venir après sur le syndicalisme, je dois dire que pour être passé dans 5 comités de direction différents, j'ai quand même été effaré par la pauvreté que je qualifie aujourd'hui d'affligeante des débats et des débats contradictoires. Il n'y a pas de débat, très souvent. Alors, je ne veux pas tomber dans la caricature, ou alors je ne suis pas passé dans les bonnes entreprises, mais c'était quand même extrêmement caricatural. Donc, la qualité, effectivement, des échanges et des débats contradictoires, y compris sur un certain nombre de modèles, que ce soit Kaplan, Added Value, peu importe, mais à un moment donné, se donner un peu de distance et de capacité d'analyse critique. Alors, pour nous qui représentons, effectivement, le monde syndical, c'est un exercice qui n'est pas simple pour nous, hein. Amener des militants syndicaux sur ce terrain de l'analyse critique, finalement, d'outils ou d'instruments de gestion. Déjà, le domaine de la gestion, c'est pas évident. Et c'est pourtant ce qu'on s'est essayé à faire au cours de ces dernières années, avec ce groupe qu'on appelait d'ailleurs outils de gestion. Et là,
Je vais citer 2 exemples également, donc, à travers un projet européen qui s'appelait MOOS autour de Managing Offshore and Outsourcing Sustainable, c'est-à-dire comment rendre ces processus finalement, entre guillemets, soutenables. On a travaillé avec un certain nombre d'équipes et on a même impliqué nos collègues ingénieurs indiens là où les activités étaient délocalisées. Donc on est allé là-bas à Mysore et à Bangalore et en disant mais il va falloir qu'on regarde de plus près ce qui se passe aussi avec ces acteurs-là. On en a tiré effectivement là aussi un certain nombre d'enseignements qui rejoignent très très fortement ce que je disais et on s'est dit mais finalement si on veut faire une analyse un peu critique, il faut qu'on pose des critères, nous, de l'évaluation des outils eux-mêmes. Et on en a défini 5. Que je cite dans le papier, donc je ne vais pas les commenter, là ce serait trop long, mais celui effectivement de la lisibilité par les acteurs est un élément déterminant, parce que c'est le facteur d'appropriation pour les salariés, et donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait au moins ça. Il y en a un autre, au-delà effectivement de... Il y a la question de l'utilité, ou de la finalité, et celle de l'utilité sociale ou sociétale mérite quand même aujourd'hui d'être questionnée au regard d'un certain nombre d'enjeux, et tout ce qui a été dit d'ailleurs dans cette table ronde nous invite effectivement à le faire. Alors, pour terminer, j'irai sur ces derniers points. Qu'est-ce que l'on a voulu, j'irai faire aussi avec ces équipes, parce que l'objectif, c'est que sur le terrain, on puisse augmenter cette capacité, finalement, d'une analyse critique. Et alors là, il y a un exemple extraordinaire. C'est dans le cadre d'une entreprise avec un LBO. Donc, et finalement, on est arrivé au bout du bout, après 3 séances de discussions extrêmement vives avec les acteurs. On a fait venir un représentant, effectivement, de l'investisseur, qui avait fait le LBO. Et pour arriver à cette petite conclusion, mais ça permettra de lancer le débat, c'est qu'en réalité, l'enjeu majeur dans tout cela, c'était la capacité de l'équipe syndicale à négocier la date de sortie. C'était pas simple, hein. Et pourtant, c'était l'élément déterminant à la fois de la faisabilité, de la pertinence ou de la réussite de cette opération, en intégrant effectivement la capacité aussi des salariés à digérer, entre guillemets, effectivement, le business plan qu'on souhaitait effectivement leur imposer. Ça s'est fait dans une fenêtre de tir extrêmement opportune, qui est le début de la formalisation du business plan et, j'irais, sa finalisation finale à travers un contrat et donc la signature. Ça, c'est une fenêtre de tir extrêmement importante, en tous les cas, pour les syndicalistes, pour aller voir le gestionnaire. Voilà, c'est juste pour alimenter un petit peu le débat.